On pense souvent que la séduction, c'est une question de chance. Mais si c'était en fait une science? Aujourd'hui, on va décortiquer 4 stratégies psychologiques tout droit sorties de l'art de la séduction de Robert Greene. Alors l'idée, c'est pas de devenir des manipulateurs, attention, mais plutôt de comprendre, de décoder les mécanismes de l'influence, du désir, tout ce qui nous entoure au quotidien. Pour explorer tout ça, on va suivre une structure bien précise, comme une pièce de théâtre en 4 actes. On commencera avec l'acte 1, poétiser sa présence. Ensuite, acte 2, désarmer par la vulnérabilité. On enchaînera avec l'acte 3, créer l'illusion parfaite. Et on terminera avec le plus intense, l'acte 4, isoler la victime. Alors, acte 1, poétiser sa présence. Le concept de base, il est assez simple en fait. C'est que dans notre monde où tout a tendance à devenir un peu banal, l'enjeu, c'est de devenir inoubliable. L'objectif, ce n'est pas d'être parfait, loin de là. C'est devenir une sorte d'obsession, une image qui s'incruste dans l'imagination de l'autre. Et ça, Kierkegaard l'avait déjà très bien compris, quand il disait « savoir se poétiser dans l'esprit d'une jeune fille est un art ». C'est exactement ça. Il s'agit de sculpter activement sa propre image, sa perception. C'est un vrai travail d'artiste. On ne se contente plus d'exister, non. On se met à créer un personnage, presque un mythe qui va prendre vie, comme ça, dans l'esprit de l'autre. Prenons un cas concret. Eva Perón. Elle n'a pas séduit Juan Perón juste avec sa beauté. Non, elle est devenue le miroir parfait de ses ambitions à lui. Mais le véritable coup de génie, là où tout bascule, c'est l'absence. Au moment où il se retrouve emprisonné loin d'elle, c'est là que l'imagination de Perón se met en marche et fait tout le travail. D'un coup, elle n'est plus simplement une femme, elle devient une icône, une sainte même. C'est cette absence qui a rendu son image incroyablement plus puissante. Et ce processus psychologique, il a un nom assez fascinant d'ailleurs, la cristallisation, un concept de l'écrivain Stendhal. L'image qu'il utilise est géniale. Imaginez une simple branche d'arbre, toute nue. Vous la jetez dans une mine de sel. Quelque temps après, vous la ressortez et elle est complètement recouverte de cristaux. Elle brille comme si elle était faite de diamants. Eh bien, c'est exactement ce que fait notre esprit. Il prend une personne et, en son absence surtout, il la pare de toutes les perfections possibles et imaginables. Stendhal va même plus loin. Il dit que ça se passe en 2 temps. D'abord, il y a la première cristallisation. L'admiration, l'espoir, ça c'est assez classique. Mais le vrai déclencheur, le truc qui change tout, c'est la 2e étape, l'arrivée du doute. Au moment où la personne devient insaisissable, où elle nous échappe, notre cerveau il panique un peu. Il se met à turbiner à plein régime pour combler le vide, et pour ça, il idéalise encore plus. En fait, c'est le doute qui devient le véritable carburant de l'obsession. Donc pour résumer ce premier acte, la leçon est assez claire, c'est la familiarité qui tue le désir. La stratégie, c'est donc de devenir une sorte d'énigme. Il faut alterner une présence vraiment magnétique avec des absences bien calculées, des absences qui vont forcer l'imagination de l'autre à s'emballer. Et c'est précisément comme ça qu'on tisse ce fameux halo poétique quasi irrésistible. On passe à l'acte 2, désarmer par la vulnérabilité. Et là, attention, il faut oublier un peu tout ce qu'on pense savoir sur le pouvoir et la force. Parce qu'ici, la clé, ce n'est pas la puissance brute. Au contraire, c'est une faiblesse savamment orchestrée. On va voir comment le fait de se montrer vulnérable peut devenir une arme redoutable pour désarmer l'autre. C'est exactement ce que disait le philosophe Jean Baudrillard. Nous séduisons par notre faiblesse, jamais par des signes ou des pouvoirs forts. On ne séduit jamais par la force, c'est un jeu de failles. L'idée, c'est qu'en montrant sa propre vulnérabilité, on ouvre une brèche, on crée un espace où l'autre se sent en sécurité, et où il va, à son tour, baisser la garde et peut-être révéler ses propres failles. Et le maître absolu dans ce domaine, c'est bien sûr le vicomte de Valmont dans Les Liaisons dangereuses. Face à la très vertueuse présidente de Tourvel, il ne joue pas du tout la carte du prédateur. Bien au contraire, il s'effondre littéralement. Il se positionne comme la victime impuissante de l'amour fou qu'elle lui inspire. Et que se passe-t-il? En le voyant si faible, elle se sent forte. Elle se sent en contrôle. Sa méfiance fond comme neige au soleil. Et sa pitié se transforme tout doucement en amour. Un piège d'une efficacité redoutable. La tactique, c'est donc de paraître faillible, humain, tout simplement. Une confession bien placée, un péché avoué au bon moment, même s'il est infanté, ça peut créer une illusion de sincérité absolument dévastatrice. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas tant d'être vertueux, c'est d'être perçu comme authentique. Et c'est là que la faiblesse devient une arme qui endort la méfiance et ouvre toutes les portes. Allez, on continue avec l'acte 3, créer l'illusion parfaite. Là, on change de dimension. On entre dans le domaine du rêve éveillé. L'objectif, ce n'est plus seulement d'influencer, non, c'est de construire de toutes pièces une réalité alternative. Une réalité tellement parfaite, tellement désirable, que la cible n'aura tout simplement plus envie d'en sortir. Et comme le disait si bien Shakespeare, les amants,
Et les fous ont des cerveaux si bouillonnants. En gros, quand le désir s'en mêle, l'imagination prend complètement le dessus sur la raison. Et c'est précisément sur ce terrain de jeu-là, un terrain fertile en fantasmes, que le maître illusionniste va pouvoir opérer. L'un des exemples les plus hallucinants, c'est l'histoire de Shi Peipu. Il faut imaginer la scène. Pendant 20 ans, un diplomate français a été convaincu que cet homme, un chanteur d'opéra, était une femme. 20 ans. On se demande comment c'est possible. La réponse est simple et terrifiante à la fois. Shi Peipu a simplement identifié les fantasmes les plus secrets de ce diplomate, l'exotisme, l'amour interdit, tout ça, et il a construit, pièce par pièce, une illusion sur mesure. Une illusion qui était tellement plus belle que la morne réalité. À une échelle beaucoup plus grande, c'est le même principe que le fameux village Potemkin. Pour impressionner l'impératrice Catherine la Grande, son ministre a fait construire des villages entiers en carton-pâte le long de son trajet. Elle a vu des arcs de triomphe, des paysans heureux, des troupeaux, mais tout était faux. Pourquoi ça a marché? Parce que son désir de voir une Russie prospère et moderne était si puissant qu'elle a choisi, consciemment ou non, d'ignorer les indices. En quelque sorte, elle est devenue la complice de sa propre illusion. La clé de l'illusion parfaite, donc, c'est la subtilité. On ne force jamais rien. On commence en douceur, avec des éléments bien réels pour bâtir la confiance. Et puis, petit à petit, on injecte des touches de fantasme, des choses qui vont résonner avec un désir profond, souvent caché. Une fois que l'émotion est ferrée, c'est gagné. L'esprit de la cible fait tout le reste du boulot, en remplissant les blancs avec ses propres rêves. Et on arrive au dernier acte, l'acte 4. Isoler la victime. C'est sans doute le plus sombre, mais aussi, soyons clairs, le plus puissant de tous. Une fois que l'illusion est bien en place, l'isolement, c'est l'étape ultime. C'est ce qui va briser les toutes dernières résistances et rendre la personne complètement perméable à l'influence. Le grand stratège Sun Tzu l'a dit, mettez-les dans une situation où ils n'ont nulle part où aller et ils mourront avant de fuir. Ça nous rappelle que le piège le plus redoutable n'est pas forcément physique, il est mental. Il s'agit de créer une situation où toutes les portes de sortie semblent se fermer, les unes après les autres, sauf une, celle que l'on contrôle. Ali Khan, par exemple, était un véritable expert en la matière. Pour séduire l'actrice Rita Hayworth, il a littéralement inondé son monde. Son attention était un déluge, un flot constant, si intense qu'il a fini par noyer toutes les autres voix autour d'elle, ses amis, sa famille, même ses propres doutes. Et en plus de ça, en l'emmenant loin de chez elle, dans des lieux inconnus, il l'a coupée de ses racines. Il est devenu son seul et unique point de référence, sa seule réalité. On voit donc bien que la stratégie est double, et elle est redoutable. D'un côté, il y a l'isolement psychologique. On sature l'esprit de l'autre avec une attention de tous les instants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour qui que ce soit d'autre. Et de l'autre côté, il y a l'isolement physique. On éloigne la personne de son environnement familier, de ses amis, de sa famille. Une fois qu'une personne est privée de ses repères et de son réseau de soutien, elle devient, eh oui, incroyablement malléable. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une question un peu vertigineuse. Si l'influence est une performance, un rôle joué à la perfection, alors où s'arrête le personnage et où commence vraiment la personne? Dans ce grand théâtre qu'est la vie et les relations humaines, est-ce qu'on peut même encore faire la différence? La question, évidemment, reste ouverte.